続けば、溶岩が沖合に出現した直径およそBonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format actualité, émission dans laquelle on vous partage notre sélection des news du mois sur différentes thématiques comme le tourisme, la politique, la société et la pop culture. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de partager ce temps d'émission avec toi Gaël. Bonjour Gaël. Salut Charlie. Comme on l'a annoncé la fois dernière, on teste des news un petit peu plus concises. On a une vingtaine de news à vous proposer. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur les réseaux sociaux. En plus de nous noter évidemment 5 étoiles parce que vous adorez notre podcast Actualité. Donc voilà, on se fera un plaisir de vous y répondre. Et puis je vais te proposer Gaël de lancer ces infos du mois avec la thématique sur le tourisme puisque fin de mois de juillet, il y a eu un événement qui a quand même pas mal encombré les transports au Japon. Et oui, c'est assez rare au Japon parce que, comme tout le monde le sait, les trains sont plutôt ponctuels et puis aussi très nombreux parce que le train, c'est comme on dit toujours l'alpha et l'oméga du transport au Japon. Et là, il y a eu un petit souci. Alors, les Shinkansen entre Nagoya et Hamamatsu ont été annulés tout au long de la journée du lundi 22 juillet, ce qui est quand même pas rien. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est sur le trajet du Tokaido. Donc quand vous allez de Tokyo à Kyoto ou inversement, vous passez entre ces deux gares. Donc c'est quand même un gros souci qu'il y a eu et ça a été causé par une collision nocturne entre deux véhicules de maintenance ferroviaire. En gros, c'est deux espèces de grosses locomotives qui étaient sur les rails, qui ont déraillé. Il y a quand même eu 2 agents blessés. Alors à ma connaissance, c'était pas très grave. Mais la conséquence, c'est quand même l'annulation de 328 trajets et 250 000 personnes affectées. Donc vous en avez peut-être fait partie si vous étiez au Japon ce jour-là, si vous aviez prévu de faire ce trajet justement entre Tokyo et Kyoto. Donc au regard de l'utilisation massive du train au Japon, et évidemment d'autant plus à l'approche de la période des vacances d'été et dans une période de tourisme très important, jusqu'à d'autres lignes ont été même affectées par cet accident, notamment le tronçon suivant, donc la ligne Sanyo Shinkansen, qui va de Shin-Osaka jusqu'à Hakata, donc c'est-à-dire la ville de Fukuoka vers l'ouest, dans la région du Kyushu. Alors bien malins ont été les compagnies aériennes japonaises ANA et JAL, donc Japan Airlines, qui ont proposé des vols aller-retour supplémentaires entre Tokyo et Osaka, notamment entre les aéroports de Haneda et de Itami. En quelques minutes, je crois, Charlie, les vols se sont retrouvés complets. Donc ils ont pu faire un petit peu plus d'argent et puis solutionner peut-être quelques businessmen pressés. Donc dès le lendemain, le mardi, la situation a été solutionnée, revenue à la normale. Et la JR a déployé un peu plus de trains que d'habitude pour pallier cette gêne de la veille. Plus de gens, plus de cerfs. C'est une expression qui concerne la ville de Nara et c'est ce qu'annonce d'ailleurs l'organisation de protection des animaux de cette même ville du fait de leur association avec Kasuga Taisha, c'est un sanctuaire donc Shinto qui est situé à l'intérieur du parc à Nara. Les cerfs, eux, ils sont autorisés à se déplacer librement, on vous en parle de temps en temps dans nos podcasts. Ils ont par conséquent une importance culturelle très marquée au Japon évidemment et aussi une importance touristique on va dire puisque désormais c'est un petit peu l'attraction de la ville, ce pourquoi les gens visitent aussi ce sanctuaire, puisqu'il y a ce côté photogénique, et puis se balader comme ça au milieu des cerfs, ça a toujours quelque chose d'assez attrayant, qu'on soit petit ou grand. Et le mois dernier, donc, on vous annonçait qu'il y avait la première naissance de l'année 2024 et aujourd'hui c'est le décompte qu'on peut vous transmettre puisqu'il a été effectué à la main ou à vue d'œil on va dire le 15 et le 16 juillet dernier. Donc on sait désormais que le parc dénombre 1325 animaux. Quand je dis animaux, c'est les cerfs en règle générale. Donc dans le décompte, il y a 92 animaux de plus qu'en 2023, répartis comme suit, donc 313 cerfs, 798 biches et 214 fans. Et on va ajouter à ça une autre info qui est liée aux cerfs de Nara, une agression qui a eu lieu sur des cerfs avec un jeune homme qui leur mettait des coups de pied et des gifles. Donc je crois pas qu'il ait été arrêté, mais il a été filmé. Et donc dans la presse nippone, on le fait passer pour un Chinois, alors que en fait il y a de quoi douter puisqu'il a un t-shirt avec des inscriptions japonaises, enfin en tout cas une marque de vêtements japonaise. On voit aussi, et ça on le voit sur une vidéo qui essaie de prouver que ce n'était pas une personne d'origine chinoise, avec le fait qu'il a un badge à la ceinture, donc c'est un badge de bâtiment sécurisé d'une habitation probablement. Et en plus de ça, on entend apparemment parler japonais sur la vidéo.
Je serais pas surpris qu'il soit arrêté, hein, parce que là, cette news, elle est très fraîche au moment où on enregistre, mais je serais pas surpris que dans les prochains jours, la police japonaise, qui rigole pas du tout avec ça, vienne l'arrêter. Et il risque, à mon avis, assez gros. En tout cas, bah voilà, vous touristes, nous touristes qui allons à Nara, et c'est une super ville à visiter, hein, tout près de Kyoto et Osaka. Évidemment, il faut respecter les cerfs. Il faut faire attention aussi quand on a de la nourriture à pas trop les appâter, mais ils sont quand même très très sympas. On peut même faire la courbette, c'est toujours amusant. Mais voilà, évidemment, il faut respecter les animaux, ça va sans dire. Oui, puis alors, de ce que j'ai cru comprendre, s'il se faisait arrêter, il peut risquer jusqu'à 5 ans de prison, puisque l'animal est sacré aussi, en tout cas dans cette partie-là du Japon. Et en faisant les recherches, ça n'a pas grand-chose à voir, mais j'ai lu que pendant la guerre, les cerfs de Nara ont failli disparaître, puisque les gens étaient en pleine famine et qu'il y avait du braconnage, du coup. Alors vous avez peut-être vécu, comme beaucoup de gens dans le monde, le vendredi 19 juillet, cette panne sur votre ordinateur Windows. Le bug mondial dont vous avez peut-être entendu parler, eh bien le Japon n'a pas échappé à cet événement numérique international. En effet, au Japon, les compagnies aériennes, les restaurants, les sociétés ferroviaires et les parcs à thème ont signalé des perturbations de leur système à la suite de cette fameuse panne technologique mondiale liée au service de Microsoft. Alors dans le détail, qu'est-ce qui a été touché? Les sites de réservation, notamment, il était compliqué, voire impossible de réserver, modifier ou annuler des commandes sur des sites divers, sur des applications, des choses un petit peu plus gênantes comme les procédures d'embarquement dans les aéroports. Ça a été peut-être moins marqué au Japon que dans d'autres pays, mais quand même. Et puis notamment, on recense McDonald's qui a dû fermer 30% de ses points de vente parce que les caisses enregistreuses n'étaient plus disponibles. Ou encore Universal Studios Japan, qui heureusement sans affecter les attractions, a vu certains de ses restaurants se fermer pendant quelques heures. En cause, peut-être que vous êtes au courant, mais Microsoft a déclaré que ses services de cloud avaient été affectés par un logiciel de sécurité de la société américaine de cybersécurité CrowdStrike. Et il a fallu attendre le correctif de la mise à jour pour que tout rentre en ordre dans les jours suivants. C'est pas lié avec le Japon, mais cette société CrowdStrike va être entendue au Congrès américain et je pense, au vu de l'impact mondial, qu'il va y avoir quelques leçons à tirer. Autre info concernant toujours le tourisme, une nouvelle façon de communiquer va peut-être voir le jour de plus en plus dans les aéroports au Japon. Donc en juillet, le Japon testait une nouvelle façon de communiquer pour entrer ou sortir du territoire et ça se passe avec la Japan Airlines et la société Top Pan et leur projet présenté il y a quelques semaines. Donc c'est vrai qu'il aura fallu quand même attendre, Gaël, 24 ans après les années 2000 pour avoir quelque chose un peu technologique, puisque les années 2000 nous promettaient monts et merveilles là-dessus. JAL compte utiliser le fameux panneau VoiceBees UC Display de Top Pan pour amener une communication plus fluide et sans stress entre le personnel de JAL qui parle japonais et les voyageurs qui ne parlent pas japonais. Donc en fait c'est un écran, vous avez une personne un agent de l'aéroport qui est derrière un comptoir, un écran le sépare de la voyageuse ou du voyageur et c'est un écran qui est transparent et avec une tablette et un micro disponible des deux côtés qui va permettre de faire afficher par exemple une partie sur la droite par exemple en japonais, sur la gauche la partie traduite dans la langue souhaitée et comme ça vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus facilement avec le personnel. Donc c'est du gagnant-gagnant. La communication est souvent compliquée au Japon quand on essaie de parler anglais en tout cas. Et ça peut aussi créer une gêne chez les personnes, qu'elles soient d'ailleurs du côté japonais ou de l'autre côté. Donc ça va être bien plus pratique que la traduction sur smartphone qui fonctionne très bien, mais au moins on n'a pas à se passer le téléphone, à se pencher, à le passer sous les plexis, etc. Et en plus de ça, vu qu'il y a une personne derrière l'écran que vous voyez, vu que l'écran est transparent, ça déshumanise peut-être pas trop, ou pas trop vite en tout cas, le rapport à la traduction et au dialogue. C'est un système qui va être aussi très utile pour les personnes japonaises qui sont sourdes et muettes, puisqu'il y a donc je disais, il y a un micro si besoin, mais pour les personnes muettes par exemple, il y a aussi une tablette qui est à disposition, donc vous pouvez taper votre texte directement. Donc JAL a commencé à utiliser ce système au tout début juillet à Haneda et on va faire un autre test à l'aéroport d'Itami à Osaka du 20 au 26 août. Donc peut-être que si vous passez par là, vous aurez à disposition ce système. Donc il y a encore quelques soucis évidemment de traduction, rien n'est parfait. Et il y a une petite photo qui tourne avec la traduction qui indique
s'il vous plaît, dites-moi votre téléphone intelligent. Donc évidemment, on n'y comprend rien, mais on nous dit aussi que souvent c'est le problème de traduction d'une langue à une autre. Et pour le japonais, par exemple, qui a une propension à condenser ou à omettre des mots si le message peut encore être compris à partir du contexte, eh bien voilà, la traduction, elle ne va pas forcément être fiable à 100%. Ouais, je trouve ça assez amusant, entre guillemets. Alors à la fois, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet vraiment de fluidifier. Puis la vidéo en fait qu'on a regardée ensemble, Charlie, voilà, c'est vrai que c'est assez intuitif. On se voit à travers l'écran, il y a la traduction, ça fonctionne plutôt bien comme tu le disais. Mais à la fois, je trouve ça assez triste parce que ça montre que la Japan Airlines, et puis le Japon en particulier, globalement, préfère utiliser la technologie plutôt que de former ses agents à parler anglais, qui est quand même une langue internationale, et dans un aéroport a fortiori. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors ça vous empêche pas, nous ça nous empêche pas en tant que voyageurs d'apprendre quelques mots de japonais, c'est toujours bien quand on va dans un pays étranger de connaître quelques mots. D'ailleurs nous, si vous avez besoin, on a des e-books qui vous aident à l'apprentissage du japonais sur Kanpai. En dehors de ça, c'est vrai que les applis de traduction, comme tu le disais, fonctionnent bien sur son smartphone, mais pour les utiliser, il faut avoir Internet, donc n'oubliez pas de réserver votre connexion Internet, que ce soit un Pocket Wi-Fi ou une eSIM, avant de partir. Alors Charlie, je me suis laissé dire que tu avais vraiment très très envie de faire une croisière Disney, n'est-ce pas ? J'aimerais. Eh bien ton vœu sera bientôt réalisé. Alors en fait, c'est déjà possible, je ne le savais même pas. Mais là, on a quand même 1250 chambres, 140 000 tonnes d'acier et quelques 4000 voyageurs qui pourront monter à bord de ce nouveau navire de croisière Disney qui devrait entrer au Japon en 2028. Donc effectivement, on le sait assez peu finalement, mais ça fait plus de 20 ans que les croisières Disney existent, sauf que ce bateau-là devrait être le plus grand navire de croisière du Japon. Alors les croisières Disney ont été lancées pour la première fois en 1998 aux États-Unis, et leur flotte actuelle se compose de 5 bateaux. Donc l'exploitant japonais de Tokyo Disney Resort, c'est-à-dire Oriental Land, investit 2 milliards de dollars dans ce projet, pour à terme pouvoir lancer des circuits de 2 à 4 nuits, donc vraiment une durée très japonaise, au départ et au retour des ports de la zone métropolitaine de Tokyo, c'est-à-dire autour de Yokohama je pense. Et le prix pour accéder à ces croisières sera compris entre 100 et 300 000 yens par personne, hébergement et repas compris, c'est-à-dire entre 700 et 2000 euros environ, ce qui ne semble pas un tarif abusif, mais à mon avis qui pourra vite augmenter avec les différentes options. On connaît l'appétence de Disney à proposer pas mal de choses en option. Le plus de cette croisière, ce sera les spectacles thématiques auxquels, Charlie, je suis sûr de te retrouver si je te perds sur le bateau. En plus, évidemment, de la restauration, des piscines, etc. Yumiko Takano, qui est PDG d'Oriental Land, nous dit, je cite, « Le navire offrira une expérience comme si vous étiez dans un parc à thème. Le monde Disney ne finira jamais du matin au soir. » Et ça, c'est peut-être le meilleur argument. Donc si vous ne tenez pas une personne de votre famille, n'hésitez pas à lui offrir cette expérience. Après, je me dis peut-être que l'expérience la moins chère, celle à 700 €. Peut-être qu'il y a des pubs pendant votre séjour en bateau. Peut-être qu'ils mettent des pubs comme sur Disney+. C'est possible, c'est le forfait standard. Alors que l'on vous a parlé à de nombreuses reprises déjà de l'ascension du mont Fuji le mois dernier, le Japon annonce qu'il va équiper 100 refuges de montagne partout au Japon avec une technologie fournie par Monsieur Musk, donc Elon Musk et sa société SpaceX via son service Starlink. Donc moi je connaissais de loin, mais en fait j'ai appris récemment qu'on pouvait le faire aussi de chez nous. Et par exemple, quand c'est trop saturé, nous on vit à côté d'une petite île très touristique par exemple, eh bien il n'y a absolument plus de réseau là-bas et donc en fait les gens ils paient un abonnement au mois par exemple pour avoir internet et ne plus avoir son réseau internet saturé. Donc voilà, je fais une aparté mais je connaissais pas. Et donc ce système-là, ça va permettre évidemment aux alpinistes entre autres d'accéder plus facilement au bulletin météo et à d'autres annonces importantes aussi accéder plus facilement aux demandes d'urgence si besoin. Ça permettra aussi aux alpinistes d'écouter nos podcasts sur YouTube puisqu'on est censé les sortir dans pas longtemps. One day. Il existe en effet, et c'est normal, de nombreuses zones de montagne. On rappelle que le Japon, c'est presque exclusivement des zones montagneuses. On va dire, je sais pas, peut-être 70%, on va dire. Je crois que c'est à peu près ça, ouais. Il me semble, ouais. Donc forcément la communication mobile c'est plus compliqué et les communications via la fibre optique sont pas forcément disponibles, ça coûte très cher de creuser ces montagnes, donc ça va obliger les randonneurs en temps normal à quitter l'hébergement, à aller dans des zones un peu plus basses où il y a un signal de téléphonie mobile.
Donc jusqu'à présent, il y a 12 refuges qui ont été équipés d'antennes Starlink, parce qu'à chaque fois, il faut s'équiper d'une antenne, donc après l'introduction du service depuis 2023. Et cette récente décision va s'élargir à l'accès au mont Fuji, à la chaîne de montagnes Yatsugatake, aux Alpes du Nord, aux Alpes centrales et aux Alpes du Sud. Alors on entend parfois parler de surtourisme au Japon et notamment à Kyoto, et d'ailleurs vous allez en parler plus longuement, Charlie, très prochainement dans un podcast. Mais là on va évoquer surtout la difficulté à circuler en bus dans cette ville, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément lié au tourisme, en tout cas peut-être un peu moins à mon avis qu'au réseau de transport local qui n'est quand même pas superbe. Donc le site Sora News nous apprend que les bureaux de transport de la ville se plaignent que les touristes étrangers ne payent pas toujours leur trajet. Donc l'article ne souligne pas nécessairement un comportement volontaire, malicieux entre guillemets de la part des touristes, mais comprend également que les consignes ne soient pas assez claires, notamment à cause de la barrière de la langue. Et également, on n'a pas forcément facilement accès au paiement au regard des bus bondés. En effet, à Kyoto, on paye à la descente du bus, comme un petit peu régulièrement au Japon. Et ce qui n'est pas toujours facile quand un bus est bondé, d'accéder, de retourner en fait à l'avant du bus. Et d'autant plus que nous, en Occident, on a tendance plutôt à sortir depuis l'arrière du bus. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu confusant pour les étrangers qui sont au Japon. La mairie de Kyoto recommande l'utilisation de la carte IC, donc c'est-à-dire une carte ICOCA par exemple, que nous on vous encourage à commander avant de partir justement parce qu'elle est très très utile. Grâce à cette carte, vous payez seulement ce que vous devez payer et vous faites gagner du temps à tout le monde. L'article évoque également le fait que les touristes ayant une carte IC justement, qui bipent leur carte, s'en vont tout de même quand le système indique qu'il n'y a pas assez de fonds sur la carte. Donc si ça devait vous arriver, pas de souci, simplement il faut régler la différence en espèces au conducteur, ce qui encore une fois n'est pas toujours simple en fonction du monde qu'il y a dans le bus. Pour atténuer ce problème, le bureau des transports de Kyoto a créé de nouvelles fiches explicatives qui décrivent plus précisément la procédure de paiement dans plusieurs langues, dont l'anglais et le chinois. Donc si vous avez des valises à Kyoto, nous ce que l'on peut vous encourager à faire, c'est plutôt à prendre des taxis, parce que ce n'est vraiment pas très cher, surtout en ce moment avec le yen qui est extrêmement faible, et ce sera sans doute beaucoup plus simple et moins dérangeant pour les locaux que d'utiliser ce moyen de transport qui, encore une fois, est assez compliqué, il faut le dire, à Kyoto. Et pour clôturer notre partie sur le tourisme, Gaël, on va vous indiquer que le Japon souhaite que le Conseil national de promotion du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO promeuve la protection, l'utilisation et la diffusion de la culture des sources chaudes. Pour ce faire, il y a une pétition qui a été ouverte pour récolter près de 1 million de signatures d'ici la fin de 2024. Et si on vous en parle, c'est que, c'est pas bien parti, dans le sens où la signature, ça signe pas quoi, on va dire ça comme ça. Donc ça décolle difficilement et au moment où on vous parle, je crois que j'ai vu 218 signatures sur 1 million. Donc ça fait un peu plus de 2 mois et demi que c'est disponible en signature. Donc forcément on peut considérer ça comme un échec pour le moment. Donc les signatures, elles seront soumises au Premier ministre en 2025 et on comprend aussi pourquoi il n'y a peut-être pas tant d'engouement de la part des Japonais, c'est que le système a l'air d'être assez flou puisque le premier objectif c'est de faire inscrire le bain, la culture du bain comme un bien culturel national au Japon. Puis l'objectif ce serait ensuite de faire accéder ce bien immatériel à l'inscription à l'UNESCO pour 2026 et c'est seulement en 2028 où on pourrait obtenir l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc même si la pétition n'a pas très bien fonctionné, je vais quand même vous citer quelques mots du 99e Premier ministre, et c'est aussi le premier signataire de cette pétition, qui nous dit donc les sources chaudes sont une bénédiction de la nature et font partie intégrante de la culture japonaise, étant utilisées depuis l'Antiquité pour apaiser l'esprit et le corps dans toutes les régions du Japon. Donc c'est une culture dont le monde devrait être fier. Notre objectif est de faire de onsen un langage universel. Donc ça, ce sont ses propos, et c'est faire de onsen un langage universel, c'est une expression qu'on retrouve assez régulièrement dans les articles à ce sujet en ce moment. Et pour terminer, il faut savoir qu'il y a une vingtaine de sites qui sont déjà au patrimoine culturel au Japon, donc comme le château du Héron à Himeji, la porte rouge du sanctuaire de Miyajima ou le mémorial de la paix de Hiroshima par exemple.
Et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien avec Marjorie, le mois dernier, on a fait tout un podcast sur la culture du bain au Japon. Donc on vous explique comment s'y prendre, comment avoir les bonnes manières, être rassuré sur le fonctionnement, et puis quelques spots aussi très intéressants qui pourraient agrémenter votre voyage, évidemment. Donc on vous encourage à revenir sur les podcasts Kampai. On va passer maintenant à la rubrique société de notre podcast avec un premier gros morceau qui concerne les nouveaux billets de banque japonais. Vous en avez peut-être entendu parler, mais depuis le 29 juin, de nouveaux billets de banque sont en circulation au Japon. Les billets notamment de 1000, 5000 et 10 000 yens qui sont désormais dotés d'une technologie anti-contrefaçon dernier cri. Ils sont également un petit peu plus visuels, on va en parler un petit peu plus tard. Au total, ce sont donc 280 millions de billets qui ont été mis en circulation fin juin, avec notamment 3 nouvelles personnalités historiques. Le billet de 1000 yens représente le médecin et bactériologiste Shibasaburo Kitasato, avec au dos la grande vague de Hokusai. Le billet de 5000 yens représente l'éducatrice Umeko Tsuda, et au revers, donc la fleur de glycine, la fameuse. Et sur le billet de 10 000 yens, on peut voir l'industriel Eiichi Shibusawa, également connu comme le père du capitalisme japonais, avec au dos du billet la gare de Tokyo. Donc ces 3 personnalités sont nées, toutes les 3, nées entre 1840 et 1864 et mortes entre 1929 et 1931. Alors, au-delà de ce qu'on a dit au niveau de la technologie anti-contrefaçon, c'est aussi une nouvelle conception qui les habille pour les rendre plus lisibles auprès des étrangers, notamment au niveau des chiffres qui sont vraiment plus gros, qui ont presque l'air faux en fait, et puis ces billets ont des marques tactiles pour les malvoyants. Et ce qui est assez fascinant, c'est que sur la bande de gauche, il y a un hologramme qui fait animer chaque personnage lorsqu'on bouge le billet. Oui, là on peut voir quelqu'un tourner la tête presque, donc ça c'est assez fou quand on bouge le billet. C'est assez impressionnant, c'est vrai. Sauf que le problème de ces nouveaux billets, c'est qu'ils ne sont pas toujours utilisables au Japon. Et oui, ça peut paraître surprenant. Et bien qu'il y ait eu un préavis de 5 ans sur l'arrivée de ces nouveaux billets, et bien pas mal de sociétés, notamment dans le transport, ne sont pas prêtes à accueillir les nouveaux billets. C'est le cas par exemple de l'opérateur Nishitetsu Bus, qui est le principal opérateur des bus de la préfecture de Fukuoka, donc c'est quand même pas rien, et qui assure des liaisons vers et depuis les villes de Fukuoka, Dazaifu et Kokura, ainsi que l'accès à l'aéroport de Fukuoka. Eh bien, sache Charlie qu'aucun des bus de cette compagnie n'arrive à accepter en fait les nouvelles coupures, puisque Nishitetsu n'a pas encore mis à jour ses machines embarquées, de sorte à les reconnaître. Et comme la législation interdit aux chauffeurs de faire la monnaie sur leur temps de conduite, eh bien il leur faut demander l'appoint aux passagers. Et ce problème durera jusqu'en 2025. Donc là encore, la solution reste la carte IC, donc carte ICOCA comme on le disait, pour s'éviter ce genre de problème. Après, il est vrai que si vous payez votre bus avec un billet de 10 000, bon, c'est que vous allez très loin. En tout cas, ça nous amène à vous rappeler qu'au Japon, le paiement en espèces fait de la résistance. En effet, 2 tiers des paiements faits par les Japonais sont encore faits en cash. Et oui, croyez-le ou pas, c'est un moyen de paiement incontournable au Japon. Et c'est pour ça qu'on vous le souligne souvent, notamment au niveau des restaurants, de la carte ICOCA à recharger, etc. Et c'est également possible, bien entendu, du fait du taux de criminalité extrêmement bas au Japon. Dans les faits, c'est plus de 23% du PIB japonais qui circule en cash, contre 11% seulement en France si on veut faire le comparatif. Or, selon le Figaro, le numérique permet plusieurs avantages, donc une meilleure collecte des impôts, la lutte contre le blanchiment et contre la contrefaçon, et une réduction des dépenses de fonctionnement du secteur financier. Par exemple, dans les banques, il faut savoir que la gestion du cash représente 10% des dépenses de fonctionnement. Continuer de promouvoir le paiement en liquide engendre un fastidieux travail de remplacement des millions de lecteurs numériques de billets du pays, par exemple les distributeurs automatiques, les distributeurs de boissons, les moyens de paiement dans les boutiques, dans les restaurants, etc. Et selon l'association des fabricants de ces machines automatiques, la moitié des restaurants, des parkings, etc. ne sont pas prêts. Beaucoup de petits restaurants, par exemple, sont obligés de se payer une nouvelle machine enregistreuse, tout simplement, et cette mise à jour nationale coûterait quand même 10 milliards de yens, soit 700 millions d'euros environ. La conclusion, c'est que ça génère beaucoup trop de dépenses et de gêne pour ce projet qui a pour objectif premier de mieux maîtriser la contrefaçon du pays, sauf que cette contrefaçon ne représente que 6 millions de yens en 2023, c'est-à-dire
40 000 euros. Je rappelle que le coût de tous ces changements de machines, c'est 700 millions d'euros pour une contrefaçon de 40 000 euros. Donc c'est un petit peu absurde, n'est-ce pas? Le petit point amusant pour finir cette news, c'est que l'édition de ces nouvelles coupures, c'est aussi le moment pour les collectionneurs ou les spéculateurs de profiter de la possibilité d'obtenir des billets de première impression, qu'on appelle AA, ou alors avec une numérotation un peu spéciale. Et comme exemple récent, on peut citer le fameux site Yahoo Auction, site d'enchères, sur lequel on a vu un de ces nouveaux billets de 5 000 yens qui est parti à plus de 200 000 yens. Donc pour rappel, 5 000 yens, ça fait une trentaine d'euros, et 200 000 yens, ça fait à peu près 1400 euros, donc c'était une belle vente. C'est un beau geste, oui. On revient sur une actualité toute récente puisqu'elle date d'à peine une semaine. La France accueille les JO et on pourra évidemment retrouver le Japon parmi les pays qui vont amener leurs athlètes en France. Et donc il y a tout juste une semaine, la capitaine de gymnastique a été exclue. Donc il s'agit de la jeune femme Miyata Shoko de 19 ans. Elle a été renvoyée aussi physiquement puisqu'elle elle est déjà de retour d'ailleurs au Japon pour avoir fumé et bu de l'alcool. L'âge légal au Japon étant de 20 ans pour ce genre d'activité. Et surtout le code de conduite de la JGA, la Japan Gym Association, elle interdit strictement aux gymnastes de faire l'un ou l'autre, donc boire ou fumer pendant les activités d'équipe, quel que soit l'âge d'ailleurs. Donc là, il ne s'agit pas d'être majeur ou non. Donc la jeune femme a été rapatriée. Là, je vais citer quelques mots, mais je ne les ai pas sortis du japonais, donc je les ai sortis d'une traduction anglaise. Donc peut-être que ça a été mal traduit de base, je n'ai pas retrouvé le texte original. Je vous dis ça parce que je trouve les mots complètement, on va dire, beaucoup trop forts. Donc je cite le chef de cette JGA, donc Tadashi Fujita, qui nous dit « Madame Miyata doit expier le crime qu'elle a commis, mais nous ferons tout notre possible pour la soutenir, afin qu'elle puisse faire un nouveau pas vers l'avenir. » Et il continue « Je présente mes sincères excuses pour avoir causé beaucoup de problèmes à de nombreuses personnes à cause de Miyata. » Franchement, ça ne me surprend pas du tout. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que je me suis dit, peut-être que la traduction, il fait quelque chose. Ça me semble très, très traduit du japonais, ça. Ouais, donc le ton est donné, et elle a donné plus de détails il y a peu aux responsables de cette association, en admettant avoir fumé des cigarettes pendant son temps privé et bu de l'alcool au Centre national d'entraînement de Tokyo fin juin et début juillet. Donc l'équipe féminine du pays a sa capitaine en moins alors qu'elle venait pour remporter sa première médaille par équipe depuis les Jeux de Tokyo de 1964. Ce n'est pas arrivé depuis. Alors, il faut savoir que nous on enregistre le jour de la cérémonie d'ouverture, mais peut-être que vous dans le futur vous savez qui a gagné. Si vous avez voyagé au Japon, vous avez forcément croisé des personnes qui somnolaient, voire qui dormaient gaiement dans le métro ou le train, peut-être même sur votre épaule, Charlie, peut-être même qu'ils ont bavé sans votre chemise. Alors qu'on soit fatigué ou qu'on revienne en tout cas d'avoir fait la fête après le bureau, notamment lors des soirées izakaya, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Donc pas forcément inquiétant, et d'ailleurs ce qui est amusant, c'est cette capacité des Japonais à se réveiller pile au bon moment, sauf que pour la personne dont on va parler dans cette actu, eh bien la personne ne s'est pas réveillée. En effet, dans la soirée du 11 mai, vers 19h35, un employé de la gare d'Odawara, donc c'est pas loin de Hakone, pas loin non plus de Tokyo, qui était chargé de vérifier l'intérieur des wagons, n'a donc pas été très surpris de voir un homme assis immobile sur une banquette. Comme le train avait terminé son trajet et était donc au terminus et se dirigeait vers le dépôt pour la nuit, l'employé a essayé simplement de réveiller la personne, comme il doit le faire assez régulièrement, j'imagine, sauf qu'il n'a pas réussi. Il a donc vérifié son pouls en vain. Il a même tenté de réanimer l'homme à l'aide d'un défibrillateur, mais trop tard. Le décès était prononcé. Alors cet homme a passé 12 heures dans le train à faire des allers-retours. En effet, il était parti à 8h du matin depuis Shibuya à Tokyo, donc on imagine qu'il a fait quelques allers-retours. La police a exclu tout acte criminel et l'aspect de l'homme ne suggérait aucune blessure physique non plus. Si vous repérez quelqu'un dans un train qui vous semble avoir besoin d'une assistance médicale, sauf s'il bave sur votre chemise, la phrase à dire au conducteur ou à un autre membre du personnel de la gare est « Densha ni ishiki fume no hito ga iru », ce qui signifie « il y a une personne inconsciente dans le train ». Voilà, j'espère que vous arriverez à le retenir.
Autre news dans notre catégorie société, une forte baisse de la population japonaise, donc on l'a déjà évoqué à de maintes reprises, mais là c'est depuis 15 ans que la population décline chaque année au Japon, et en 2023, c'est cette info qu'on vous avait déjà sortie, il y a eu la baisse la plus forte jusque-là, donc avec moins 860 000 habitants en une année, donc c'est assez énorme, hein. Il y a seulement Tokyo qui a vu sa population croître, tiens-toi prêt Gaël, de 0,03%. Les bras m'en tombent. Mais il y a une autre tendance dont on peut se réjouir peut-être, ou peut-être le Japon pourra s'en réjouir quant à lui, c'est concernant les résidents étrangers. Eux ont augmenté dans toutes les 47 préfectures du pays. C'est un chiffre qui dépasse à peu près les 3 millions de résidents pour la première fois. Donc ça représente 2,7% de la population. Et en 2015, on comptait à juste un tout petit peu plus de 2 millions d'habitants étrangers, enfin résidents du coup au Japon. Ça fait quand même plus de 50% de plus du coup. Oui, il y a une belle augmentation et c'est d'autant plus utile puisque 85% de cette population est en âge de travailler. Donc pour faire un résumé de l'état des lieux de la population japonaise, sachez que 30% de la population a 65 ans ou plus. Donc c'est la deuxième population mondiale la plus âgée après la ville de Monaco. Et donc il y a 60% de cette population au Japon qui est active et 10% pour le reste. Donc c'est vrai que ça nous laisse de moins en moins de perspectives positives dans ce sens pour l'avenir. Et c'est un sujet qui nous permet d'aborder la prochaine question, c'est-à-dire celle de la retraite au Japon, puisque pour faire face à cette population qui est de plus en plus vieillissante et avec de moins en moins d'individus, on va dire, sur le territoire, le gouvernement, on vous le dit de temps en temps, cherche à augmenter le nombre de naissances, mais aussi à augmenter le nombre de travailleurs âgés afin de garantir une main-d'œuvre suffisamment nombreuse. Et en 2021, on a déjà expérimenté une solution qui a été adoptée, une loi qui vise à encourager les entreprises à permettre à leurs salariés de travailler jusqu'à 70 ans si eux le souhaitent. Et l'entreprise d'assurance vie Meiji Yasuda Life compte bien aller en ce sens, puisque à partir de son exercice de 2027, elle souhaite procéder ainsi. Ce serait 10 000 employés environ qui deviendraient éligibles à ce nouveau système, et l'entreprise, elle avait déjà de toute façon augmenté l'âge de la retraite en interne, passant de 60 à 65 ans en 2019. Ce qui me semble qu'au Japon, c'est 60 ans, l'âge de la retraite normale. Et les employés de Meiji Yasuda, âgés de 65 ans ou plus, pourront choisir de travailler moins d'heures par jour ou alors 3 jours par semaine pour le même salaire. Mais ça va dépendre, c'est dans les petites lignes, Gaël, de leur fonction dans l'entreprise. Donc on sent bien que tout le monde ne sera pas égal face à cette décision. Alors, en tout cas, sans faire de politique du tout, c'est assez amusant de voir qu'on parle de passer de 60 à 65, puis 70 ans en quelques années pour l'âge de la retraite, alors qu'en France, c'est vrai que pour un an, il y a des batailles. Je dis pas que c'est pas des bonnes batailles, bien sûr. Mais... Je le cite souvent, mais c'est vrai que, par exemple, vu qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui travaillent au Japon, moi, ça m'avait... fasciné pas forcément dans le bon sens, mais le fait qu'ils achètent des exosquelettes pour donner aux personnes âgées pour soulever les colis à la poste, des choses comme ça. C'est quelque chose. Alors, petite news, on va reparler d'un petit peu d'immobilier à Tokyo, car le prix de l'IMO à Tokyo est en baisse. Et oui, croyez-le ou pas, le prix moyen d'une nouvelle propriété dans les 23 arrondissements de Tokyo, donc dans le cœur de ville, au premier semestre 2024 a chuté, et quand même une belle baisse parce qu'on est à moins 16,3% en termes de prix par rapport à l'année précédente. Après avoir atteint un niveau record justement l'année dernière, aujourd'hui le prix moyen est autour de 110 millions de yens, c'est-à-dire 640 000 € pour s'acheter un appartement. Affecté par le déclin du centre de Tokyo, la moyenne de l'ensemble de la zone métropolitaine, donc qui couvre l'ensemble de la capitale et les préfectures environnantes, ce qu'on appelle donc le Grand Tokyo, a également chuté à 13,5% elle, avec un prix moyen à 76,8 millions de yens, soit environ 460 000 €. C'est la première baisse en 3 ans, a indiqué l'Institut économique de l'immobilier, parce que le Japon, comme un petit peu partout ailleurs, a vécu des hausses de prix dans l'immobilier à partir du Covid. Les prix pour le reste de Tokyo ainsi que pour les 3 préfectures environnantes, c'est-à-dire Saitama, Kanagawa et Chiba, ont eux grimpé de 22,3%. Donc comme toujours, on s'éloigne des grandes villes pour pouvoir se loger. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que le nombre de nouvelles copropriétés mises en vente à Tokyo et dans les préfectures voisines a dans le même temps chuté de 13,7%.
Et désormais, une news dans laquelle on va vous parler de l'île d'Okinawa, mais pas pour son côté carte postale paradisiaque, malheureusement, mais pour une triste information. En juillet a été entamé un procès concernant de nouveaux cas de viol par des militaires américains qui sont basés sur l'île d'Okinawa, et ça nous permet en fait de vous parler aussi du contexte, que c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément conscience quand on parle de cette île. Donc c'est une île qui est bien au sud du Japon, elle est un peu plus proche quand même de Taïwan et de la Chine que du Japon, géographiquement parlant je veux dire. Okinawa, c'est un point stratégique depuis longtemps pour l'armée américaine qui a établi là-bas des bases militaires depuis des décennies et ils n'ont en effet plus quitté l'île depuis 1945 après une bataille qui fit au moins 200 000 morts. Donc en plus d'avoir profondément modifié le paysage et l'usage du territoire du fait de la présence américaine, donc par exemple on peut y voir maintenant des casinos, des salons de tatouage très visibles, des salons de massage avec le mot massage entre guillemets on va dire, évidemment des bases militaires, il y a des accidents de véhicules militaires, j'ai vu plusieurs accidents d'hélicoptères par exemple, etc. On ne parle pas juste de voitures. Il y a beaucoup plus qu'ailleurs au Japon la pollution de la mer et un alcoolisme aussi très marqué, très voyant, notamment avec l'alcoolisme au volant de la part des militaires américains. Bref, donc la présence militaire sur cet ancien territoire de guerre passe déjà assez mal et ce qui tend à s'y dérouler en fait ravive d'autant plus ce passé compliqué. Donc on compterait environ 25 000 troupes américaines rien que sur l'île d'Okinawa. Et pour rappel, en août 1945, le Japon, lui, il a signé, le Japon a capitulé et il a validé une nouvelle constitution qui stipule que le pays renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Donc il évoque là son côté vraiment pacifiste le plus possible, alors qu'il est justement occupé par l'Américain qui déploie ses bases américaines du point de vue stratégique de cette île. Donc début juillet, comme je le disais, s'est ouvert un procès pour séquestration et viol d'une adolescente de 15 ans par un militaire américain, alors qu'il y a déjà eu la révélation récente de 3 viols commis par des GI américains entre février 2023 et janvier 2024, et aussi une agression sexuelle le 26 mai dernier par un membre du corps des Marines. Vous voyez que les choses se répètent et tant que les auteurs en fait, de ces crimes ne sont pas mis en examen par la justice japonaise, ces GI-là, ils vont rester en garde à vue, mais sous le contrôle américain. Donc c'est aussi ce que déplorent les Japonais, évidemment. Donc ce drame n'est malheureusement pas nouveau, et ça nous permet aussi de vous en parler, puisque à Okinawa, depuis 1972 jusqu'en 2008, selon l'association des femmes contre la violence militaire, il y a 118 viols qui ont été commis par des soldats américains sur l'île d'Okinawa, et je passerai les détails puisque il y en a où ça parle carrément d'enfants, de petits-enfants qui ont été séquestrés. On comprend évidemment la colère des habitants, puisque ce n'est pas le gouvernement japonais qui peut les juger alors qu'ils sont sur leur territoire depuis des années. On comprend aussi pourquoi depuis des années, il y a des Japonais qui manifestent tous les jours devant les bases américaines pour la présence américaine ou contre l'agrandissement des bases sur place qui tendent justement à s'agrandir. Donc eux, ils militent pour pas forcément que les bases disparaissent, mais qu'elles soient moins visibles et qu'elles n'aillent pas dans le sens de s'épandre, quoi. Et donc on va terminer avec 2 news beaucoup plus détendues, Gaël. Oui, toute petite news avant le feu d'artifice final de la rubrique société. On a appris effectivement que NTT devrait stopper la publication papier de Townpage. Est-ce que tu sais ce que c'est Townpage, Charlie ? Je connais Elliot Page, mais pas Townpage. Bien joué. Ce sont l'équivalent de nos pages jaunes, en fait, pour les professionnels. En 2005, il y avait 63 millions d'exemplaires des pages jaunes japonaises distribuées, c'est-à-dire quasiment pour un japonais sur 2. Et l'an dernier, ce chiffre avait baissé à 26,6 millions, soit une baisse de 60%. Eh bien, c'en est trop. Cette année, les pages jaunes japonaises vont disparaître. Et sais-tu en quelle année ont disparu nos propres pages jaunes, Charlie, en France ? 2018. Eh bien, c'est 2021, presque.
Et puisque à Kampa ici, on est là pour vous apprendre des choses, eh bien, manger des chips pour adultes, c'est possible. On pourrait croire que c'est un slogan marketing, alors évidemment oui, un petit peu quand même. Dans le quartier d'Ota à Tokyo, il y a un groupe de lycéens qui a mis la main sur ces fameux paquets de chips pour adultes, donc des paquets estampillés moins de 18 ans, alors qu'ils étaient dans l'enceinte de leur école. Quel type de chips, Gaël, pourrait bien être interdit avant tes 18 ans ? Des chips roses peut-être. Et non, au lycée technique de Rokugo, un étudiant a sorti un sac de chips interdit aux moins de 18 ans au curry. Et en fait, il est composé d'épices que le fabricant Isoyama Shoji ne recommande évidemment pas à certaines personnes, dont les femmes enceintes et les enfants, puisqu'il s'agit à l'intérieur de poudre de piment fantôme. Et le piment fantôme, c'est un piment à plus de 1 million sur l'échelle de Scoville. Donc j'aime bien ce fameux 1 million parce que ça fait toujours très peur. Mais je ne doute pas que ça doit piquer. Ça me fait penser à l'émission Hot Ones. Exactement, ouais. Où c'est c'est comme ça qu'on calcule le pimenté d'une sauce ou d'un piment. Et en fait, si on vous parle de ça, c'est que c'est allé assez loin puisqu'il y a le lycée qui a appelé la police et des ambulances puisque les enfants ne se sentaient pas bien. Ils ont eu certains symptômes de piment comme la bouche qui pique et des nausées. Je le dis peut-être de façon un peu condescendante, mais c'est vrai que appeler la police et les ambulances pour ça m'a fait sourire. Et en fait, il n'y a rien eu de grave au final, surtout que le paquet il a été partagé par plus de 30 ados, dont 29 garçons. Donc ça, c'était noté dans l'article en japonais, c'était précisé, donc je le répète. Mais donc 30 ados qui ont mangé des chips, donc un seul paquet de chips. Donc il n'y a pas eu de quoi ingurgiter suffisamment de matière pour se faire mal au ventre. Mais en tout cas, les ambulances sont bienvenues dans ce lycée. Bon, vu la taille des paquets de chips au Japon, ça doit faire 2 chips par personne. C'est maximum. On va maintenant parler de politique avec Yuriko Koike, dont on vous parlait déjà le mois dernier dans notre dernier podcast Actu. Alors retenez bien ce nom, car c'est la gouverneure de Tokyo qui a été réélue un petit peu sans surprise, comme on vous l'annonçait le 7 juillet dernier, pour son 3e mandat de 4 ans. C'est-à-dire que ça fera donc bientôt 12 ans qu'elle est gouverneure de Tokyo. C'est une ancienne présentatrice télé, âgée actuellement de 71 ans, et elle est de nouveau à la tête de la gestion de cette immense ville de 14 millions d'habitants, avec 42% des voix. Et d'ailleurs, on soulignera que c'est d'autant plus impressionnant au Japon du fait de peu de femmes visibles dans le paysage politique. Donc son succès fait du bien à la droite conservatrice japonaise, parce que même si elle n'appartient désormais plus au parti libéral-démocrate, parce qu'elle a fondé en 2017 un parti libéral conservateur, c'est vrai que la droite japonaise est un petit peu mise à mal ces derniers temps, au regard de la défiance vis-à-vis du Premier ministre Fumio Kishida, dont on parle régulièrement ici dans notre podcast Charlie. Elle est tout de même ultra-nationaliste. Son programme, Tokyo Grande Réforme 3.0, promeut la sécurité, la diversité et, je cite, la Smart City. Il promet également des mesures fortes pour l'environnement, la scolarité et les familles avec enfants, donc tout un tas de choses qui ne seront jamais mises en place. Est-ce que tu connais, Charlie, le surnom de Madame Koike ? Alors, je ne connais pas son surnom, mais si je devais en inventer un, je dirais Madame Ia. Oui, rapport à... Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas forcément vu, on m'aurait montré la vidéo sans qu'on me dise avant que c'était une IA, je crois que je l'aurais pas vu tout de suite. Écoutez notre podcast précédent pour savoir à quoi Charlie fait référence. Eh bien, son surnom, c'est le raton laveur vert. Le tanuki étant le maître de la métamorphose. Je vous encourage à aller voir le film Pompoko de Takahata. Et puis la couleur de son parti étant le vert, le parti des citoyens en premier. On peut penser à la suite de cette élection qu'elle se place en bonne voie pour devenir à l'avenir première ministre du Japon. C'est vrai que le nom parti des citoyens en premier, ça fait très nationaliste du coup. En tout cas, le Joker n'a pas été élu maire de Tokyo et ce n'est pas plus mal car il nous faisait un petit peu peur. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos dont on vous parlait le mois dernier dans notre podcast Actu, mais un des candidats à la mairie de Tokyo était déguisé en Joker et il préconisait de légaliser le cannabis et la polygamie afin de remédier à la baisse du taux de natalité du pays. Je ne sais pas si c'était une idée lumineuse.
Et sans transition, on va vous parler de l'arrestation de Paul Watson, à ne pas confondre avec Paul Walker dans Fast and Furious, Gaël. Donc Paul Watson, c'est le fondateur et la figure de l'ONG Sea Shepherd, qui a été arrêté par les autorités danoises récemment alors qu'il était en escale au Groenland avec son navire pour faire le plein de provisions. Au Groenland parce que c'est un territoire autonome danois. Au début, je me suis dit, tiens, des Danois au Groenland, je ne comprenais pas. Donc il a été arrêté sur la base d'une notice rouge d'Interpol mise en place en 2012 suite à un mandat d'arrêt déjà demandé par le Japon. Le mandat il a été déposé pour suspicion d'avoir provoqué des blessures et entravé par la force les activités d'un baleinier japonais dans l'océan Antarctique en 2010. Et c'est vrai que Sea Shepherd, ils sont connus pour mener des actions mouvementées, voire très musclées, avec notamment des projections de produits nuisibles sur les bateaux pour entraver leur activité, puisqu'on le redira, mais ils s'attaquent principalement à des baleiniers ou des chasseurs d'animaux en règle générale. Japan Coast Guard officer on board Missing Maru. I warn you, stop your obstructive actions immediately. Keep away from Missing Maru. Et tout le sel de cette news, c'est qu'il pourrait être extradé vers l'archipel nippon. C'est sans doute là-bas qu'il pourrait y finir sa vie, si en tout cas il était extradé. Donc le but jusque-là, c'est qu'il ne soit pas envoyé là-bas. Le capitaine était en escale, comme je le disais, et il préparait une mission pour empêcher le Kangai Maru de servir davantage. Donc le Kangai Maru, c'est le baleinier le plus grand jamais construit à ce jour, donc ça allait être forcément une grosse opération. Mais c'est surtout pour avoir navigué dans les eaux des îles Féroé dans le cadre d'une opération nommée Fjord Sanglant, traduit de l'anglais en 2023. C'est pour ça qu'il a été arrêté cette fois-là. Donc cet homme, il est connu pour s'interposer contre le commerce saccageur des ailerons de requins, de la fourrure de bébés phoques, de la viande de baleine ou de dauphin, entre autres, et c'est un citoyen canadien qui réside en France. Il a été placé en détention jusqu'au 15 août et apparemment, selon maître François Zimmerey, en cas d'extradition, le Danemark violerait sa propre constitution et la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc le Japon, en plus de ça, il est connu pour avoir des conditions carcérales très très dures et priver les suspects de leur droit à une procédure régulière et un procès équitable. Donc voilà, il y a des pétitions qui circulent, dont une motivée par Hugo Clément, qui compte beaucoup plus de signatures que le onsen au Japon comme bien immatériel pour l'UNESCO. Avec cette pétition, on espère aussi que Emmanuel Macron va participer aux efforts pour empêcher cette extradition. Et d'ailleurs, je crois récemment, mais là j'ai pas confirmation Gaël, qu'il a été en relation avec des politiques danois justement pour ce faire. Donc là, si je disais qu'il y avait beaucoup de signatures, il y en a 470 000 signatures en 3 jours. C'est quand même 469 800 de plus que pour les onsen. Exactement. En tout cas, s'il a besoin d'être extradé du Japon, si jamais il y est déplacé, il pourra toujours utiliser la boîte de Carlos Ghosn. Et donc, on vous en dira peut-être plus dans les semaines à venir si on a un peu plus d'infos à ce sujet. Alors, tu disais tout à l'heure, Charlie, que le Japon était un pays pacifiste de par sa constitution. Eh bien, c'était un mensonge. Je t'ai percé à vif. Car le ministre numérique japonais a déclaré il y a quelques jours: nous avons gagné la guerre des disquettes le 28 juin. Alors je précise, 28 juin 2024 et non pas 1995. On pense souvent que le Japon est un fleuron de la technologie et pourtant, heureusement, vous le savez en écoutant notre podcast, mais ce n'est pas franchement le cas. Et oui, les disquettes sont encore, et peut-être étaient encore beaucoup utilisées au Japon. Heureusement, la pandémie de Covid a peut-être fait tilt au gouvernement dans la prise en compte de son retard technologique. Et ça fait maintenant 2 ans que le Japon s'est lancé dans cet objectif qui est, attention, accroche-toi Charlie, de supprimer les CD-ROM, as-tu déjà entendu ce mot, et les disquettes des textes officiels. Objectif, moderniser la bureaucratie. On leur souhaite évidemment bien du courage. Et ça fait un peu écho à la news qu'on avait évoquée il y a peu avec la brouette de documents qui s'était envolée après une chute. Bon, c'est comme si nous, les documents des impôts ou de la CAF par exemple, partaient dans des brouettes pour aller d'une ville à une autre. Alors si comme nous, vous êtes des amateurs du studio Ghibli, en particulier de Hayao Miyazaki, et également de Aubusson, est-ce que tu connais Aubusson, Charlie ?
Non, je l'ai découvert en préparant ce podcast parce qu'Aubusson, ça me disait absolument rien, malheureusement. Voilà, alors notre premier sujet pop culture pour ce podcast Actu se déroulera au musée d'art préfectoral de Hiroshima, au Japon, où les Japonais et les touristes étrangers pourront admirer le résultat d'une superbe collaboration entre le studio Ghibli et les ateliers de tissage d'Aubusson, qui est une petite ville de la Creuse. Donc cette collaboration a donné naissance à une série de grandes tapisseries intitulées L'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. Les artisans français donc ont hérité d'un savoir-faire classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui utilise 360 couleurs pures et 1065 combinaisons de couleurs. Donc on a regardé tout à l'heure les photos de ces tapisseries et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Donc il y a 4 grandes tapisseries qui ont été créées à l'occasion, et dans cette série on en trouve 2 donc, qui ont trait au château ambulant. Le coucher de soleil et la peur de Haulu. Une qui vient de Princesse Mononoke, qui s'appelle Ashtaka soulage sa blessure démoniaque. Et enfin une 4e qui vient du voyage de Chihiro, mais on ne connaît pas le nom de cette scène. Actuellement, une autre pièce majeure inspirée de Mon voisin Totoro est en cours de création. Et vous avez seulement jusqu'au 25 septembre, hélas, pour aller admirer ces tapisseries, notamment du château ambulant. J'espère qu'elles reviendront peut-être en France et qu'on pourra aller les admirer parce qu'elles étaient vraiment très très belles en photo. Ce que j'allais dire, les 3 autres, donc, je ne sais pas si elles sont pas peut-être en France. Ça, j'ai pas l'info. Pour parler jeux vidéo, on avait déjà évoqué le fait qu'on allait avoir un Assassin's Creed Shadows donc, sur l'univers japonais féodal. Donc on a hâte de mettre les mains sur la manette pour y jouer. Et on pouvait s'y attendre, vu qu'il y a un des protagonistes qui est un homme mais qui n'est pas blanc ou japonais, donc ça fait un peu la joie des haters. Les joueurs japonais ont lancé une pétition visant à interdire la sortie du jeu sous prétexte qu'il ne respecte pas l'histoire et la culture du pays. Donc il y a pour le moment à peu près 100 000 signatures, voire un peu plus. Donc pour le contexte, Yasuke c'est un des 2 personnages principaux. Yasuke c'est censé être le premier homme samouraï noir au Japon, mais c'est vrai que même déjà dans les textes historiques, il n'y a rien de très clair. Or, selon certains japonais, ce serait seulement un serviteur. Donc, on rappelle que dans les Assassin's Creed Unity, Origin ou Odyssey encore, donc qui se passent respectivement à Paris, en Égypte ou dans la Grèce antique, eh bien en fait ce sont des jeux qui se basent sur des faits historiques, mais ce ne sont pas évidemment des livres d'histoire. Ubisoft, en réponse à cela, tweet que la représentation de Yasuke dans notre jeu est une illustration. Donc on pourrait s'en douter évidemment, mais il y a quand même une pétition assez importante au Japon qui est en cours. L'auteur de la pétition, il appelle Ubisoft à stopper le lancement du jeu et à faire preuve de sérieux et de respect pour l'histoire japonaise. Et à côté de ça, il y a eu une autre polémique autour de ce jeu, puisque le groupe Sekigahara-gun a constaté l'utilisation d'un de ses drapeaux pour les concept art du jeu. Il y a une utilisation sans accord préalable qui s'est faite, et le studio Ubisoft a présenté ses excuses publiques et a trouvé un accord avec cette association. Donc comme quoi, c'était vraiment un drapeau de cette corp-là qui a été réutilisé. Alors Charlie, est-ce que tu te souviens de Cat's Eye ? Alors moi je ne l'ai pas vu, mais mes parents m'avaient acheté quand j'étais petit garçon un vinyle avec toutes les chansons Dorothée, donc je connais la chanson Gaël que l'on va écouter maintenant. Ce superbe générique nous rappelle bien des souvenirs. Eh bien, vous connaissez peut-être signé Cat's Eyes, donc ce dessin animé du Club Dorothée, comme tu le disais, qui est tiré du nom issu du café d'un manga qui s'appelait Cat's Eye, dessiné par le génial Tsukasa Hojo, à qui l'on doit également City Hunter, donc Nicky Larson. C'était un manga qui a été publié dans les années 80.
qui a été adapté donc en animé évidemment et que l'on a vu nous dans le Club Dorothée. Ça faisait partie des premiers animés comme ça que l'on a pu découvrir. Eh bien, sache-le, et vous avez peut-être vous-même vu une bande-annonce passer sur TF1, mais il y a une adaptation de la série animée qui va être faite, qui a été faite d'ailleurs en série télé live, et ce qui sera bientôt diffusé sur TF1, justement. Tac, je vais te lire, Charlie, le résumé Wikipédia. Les 3 sœurs Cilia, Tam et Alexia Chamad tiennent un café durant la journée, le Katsai. La nuit venue, elles se transforment en voleuses, mais ce ne sont pas des voleuses ordinaires. Elles ne dérobent que les œuvres ayant appartenu à leur père, un artiste allemand du nom de Michael Heinz, je prononce pas bien l'allemand peut-être, qui a disparu sans laisser de traces plusieurs années auparavant, pendant la période trouble de la Deuxième Guerre mondiale. Alors sache-le, Charlie, Katsai en japonais n'a pas de S, et en français on dit signé Katsai avec un S, je ne sais pas te dire pourquoi. La série est portée donc par 3 actrices évidemment, Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain. Promise pour la rentrée sur TF1 et TF1+, avant d'arriver sur Amazon Prime, la série sera constituée de 8 épisodes de 52 minutes, et je t'avoue pour être transparent que je pense la regarder et ne pas faire le difficile. On a pu voir en 2019 une autre adaptation d'un manga de Tsukasa Hojo avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui était donc un film il y a quelques années, réalisé par la bande Afifi, donc Philippe Lachaud, et très honnêtement, encore une fois, je ne vais pas faire le puriste, mais c'était plutôt sympathique à regarder. Voilà. Si vous rêviez de passer une soirée en pyjama pour ronfler à côté de Ronflex, c'est possible, puisque le Grand Hôtel Grand Hyatt Tokyo s'associe avec l'application Pokémon Sleep, que j'ai découvert au passage en rédigeant cet article. Et qui n'est pas un slip Pokémon. Qui n'est pas un slip Pokémon, parce que c'est vrai que moi je m'attendais quand même à ça. C'est une application qui permet de suivre votre sommeil. Pareil, je ne comprends pas trop puisqu'il faut être sur son téléphone pour s'endormir. Et ça va proposer des forfaits spéciaux et des nuitées particulières sur la licence Pokémon avec des options diverses de restauration sur le même thème, donc Pokémon avec des hamburgers Ronflex ou Pikachu. D'ailleurs, le hamburger Pikachu est un dessert, Gaël. Il ne faudra pas que tu le commandes pour le repas au milieu. Je ferai très attention. Il y a 2 forfaits de séjour qui sont proposés, dont la très exclusive et immersive Pokémon Sleep Suite, une chambre qui va ressembler tout à fait à la clairière boisée de l'île Vertepousse, qui est la première île disponible sur le jeu, justement sur cette application Pokémon Sleep. Donc il y a un environnement Pokémon confortable, des goodies spéciaux évidemment, avec tout le luxe et les communautés de l'hôtel haut de gamme. Et donc, vu que c'est un hôtel haut de gamme bien connu, vous pourrez vous offrir cette douce nuitée pour la modique somme de 275 000 yens pas par personne, mais pour 2 personnes, pardon. Et ça fait à peu près combien d'euros, ça, Gaël ? Je dirais à peu près 1800 € pour une nuit, c'est quand même pas rien. Mais au milieu de Pokémon. Ce qui nous a fait sourire, c'est que sur le site de Hyatt, il y a bien écrit en rouge, s'il vous plaît, ne repartez pas avec la peluche Ronflex ou avec les serviettes ou les draps de lit de Ronflex. Donc nous, on a trouvé ça assez rigolo. Oui, et on a quand même vérifié, c'est écrit à la fois en anglais et sur le site japonais. Et l'opération marketing, elle durera du 1er juillet au 31 août, si ça vous intéresse. Allez, on va retourner encore en enfance, Charlie, parce qu'après Katsai et avant un nouvel animé dont tu vas nous parler pour conclure ce podcast Actu, je vais vous parler rapidement de Ranma 1/2. Encore un produit Dorothée des années 90 qui fait son retour. En effet, cet automne sortira sur Netflix une refonte de Ranma, un manga bien connu des années 80 qui avait été déjà adapté en série animée et en long métrage, ainsi qu'en OAV. Alors on a vu ensemble la bande-annonce, de nouvelles voix, un design modernisé par le studio d'animé MAPPA et apparemment même une refonte depuis le départ. Ce ne sera donc pas une suite de là où s'était arrêté l'animé, mais bien un remake avec une belle animation qui semble garder le trait de l'auteur. Alors ce studio d'animé MAPPA, je ne sais pas si tu le connais, Charlie. Non, je ne connaissais pas du tout. Voilà, on lui doit quand même l'Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen. Si, je connaissais. Et quelques autres.
Alors, je vous rappelle le pitch, hein, si vous avez oublié ou que vous êtes trop jeune pour connaître Ranma 1/2. L'anime Ranma suit l'histoire d'un lycéen qui pratique les arts martiaux et celui-ci est victime d'une malédiction qui le contraint à changer de sexe dès qu'il entre en contact avec de l'eau froide, donc il se transforme, il devient une fille, ou de l'eau chaude, il retourne à la normale. Et forcément, cette malédiction entraîne le protagoniste dans diverses péripéties et gags en tout genre. Et oui, on a un collègue qui nous en a parlé à Campai. Et sur le coup, avec le pitch, ça m'a pas forcément donné envie. Maintenant que notre collègue nous en a parlé, j'ai très envie de le voir. Et l'animation est vraiment jolie, je trouve. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir en version modernisée. Et pour terminer cette partie pop culture, encore un dessin animé sur Netflix également, puisqu'il s'agira d'un film en 2 parties de Sailor Moon, un film animé, donc une refonte le 22 août. Ce Sailor Moon, il va se baser sur l'arc final de la série Shadow Galactica, avec pour titre Pretty Guardian Moon Cosmos. Sailor Moon, c'est quasi 250 épisodes issus du manga de Naoko Takeuchi, en 18 tomes à la base, ça a commencé dans les années 90, donc en 1992. C'est un film où la Terre devient le dernier rempart face à la tyrannique Sailor Galaxia, qui compte bien s'emparer des Starseeds, donc ces fameux cristaux où ce sont des âmes cristallisées qui permettent aux Sailors de se transformer et d'avoir des pouvoirs magiques. Donc il y aura 2 films et ça fait suite aussi à différents films. Il y a eu d'autres films comme ça sur cette série en 93, en 94, en 95 et en 2021. Donc pareil, on a hâte de voir parce que c'est un visuel qui est remis quand même au goût du jour. Et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout cet arc-là avec cette méchante Sailor Galaxia. Gaël, je ne connaissais pas du tout. 美しい光この輝きがもうすぐ手に入るセーラーギャラクシアそれは破壊の戦士まさか Alors pour finir ce podcast actu comme traditionnellement, on va vous parler du yen. Attention Charlie, le yen est toujours très faible mais il a commencé à se retourner et oui, à l'occasion de la chute de la bourse comme un petit peu partout dans le monde, eh bien le yen s'est apprécié. Alors lui qui était monté quasiment à son record depuis un long moment en tout cas, qui était autour de 174 yens pour 1 euro, eh bien il a eu quelques soubresauts là au moment où on enregistre. Cette semaine, il a baissé jusqu'à 165 yens environ pour 1 euro. Ce qui est quand même pas rien, c'est environ 6% de baisse, ce qui veut dire naturellement 6% de pouvoir d'achat. Donc encore et toujours, nous vous le répétons avant qu'il ne soit trop tard. Si vous partez au Japon cet automne, cet hiver ou même au printemps ou en été prochain, on vous recommande d'aller très très vite pour faire vos réservations parce que beaucoup de prix de ce que vous achetez, même si vous le payez en euros, est lié au cours du yen, par exemple le JR Pass, d'autres produits comme les hébergements ou des activités que vous pourriez réserver à l'avance si vous le pouvez en tout cas aussi longtemps, et puis aussi de retirer vos yens. Donc on a une page nous sur Campai bien entendu, changer ces euros en yens au meilleur prix, que vous pouvez aller consulter pour découvrir qui sont les partenaires de confiance pour retirer des yens. Moi-même, pour ne rien vous le cacher, parce que les coordonnées ne sont pas toujours les plus mal chaussées, j'ai réservé cette semaine des yens pour mon prochain voyage qui aura lieu dans quelques mois. Et dès maintenant, j'ai retiré des yens parce que vraiment le taux était très intéressant et il ne faudrait pas le voir passer sous le nez dans le cas où le yen continuerait à s'apprécier. Donc on le répète chaque mois, mais attention, peut-être qu'on a atteint le pic et qu'on l'a même dépassé. Donc profitez-en. Et puis c'est aussi ce qu'a annoncé le gouvernement et c'était voulu de toute façon, même si ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Après, voilà, on ne sait pas si ce sera une tendance qui va durer dans le temps, mais le risque est toujours là de toute façon. Oui, et puis le Japon, de toute façon, intervient. Ils l'ont annoncé, ils l'ont validé. Au début, ils disaient non, c'est pas nous. Mais en fait, ici, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'ils soient intervenus sur les marchés. Ça leur coûte d'ailleurs très très cher, mais de sorte à quand même essayer d'enrayer cette chute du yen. Mais ils ont de beaux billets maintenant. Oui, ils peuvent payer avec leurs nouveaux billets, en effet. En termes de fréquentation touristique, le Japon a battu son record all-time en juin 2024. Alors pas de beaucoup, il y avait 3 135 600 voyageurs étrangers qui sont entrés au Japon en juin. Et ce qui conduit le Japon, donc Fumio Kishida, a annoncé qu'il devrait atteindre 35 millions de touristes au Japon étrangers en 2024, ce qui dépasserait le record de quasiment 32 millions en 2019. Alors en termes d'événements, le mois d'août sont pleins maintenant que vous nous écoutez. On est toujours en plein été, il fait très chaud et très humide au Japon.
C'est donc l'occasion de profiter évidemment des Matsuri, donc des festivals au Japon, grands et petits, ainsi que des feux d'artifice, notamment par exemple le feu d'artifice de Hakone, donc le 1er août, le festival Ashinoko Kosui Matsuri, avec un feu d'artifice, et puis également des lanternes éclairées sur le lac Ashi, donc c'est très joli si vous êtes dans le coin à cette occasion. Dès le lendemain, donc le 2 août, vous avez les feux d'artifice de Yokohama. Vous avez encore un beau festival des lanternes à Kamakura, donc pas loin de Tokyo, du 2 au 4 août au sanctuaire Tsurugaoka Hachimangu. Des feux d'artifice à Kobe le 3 août, donc décidément ce début de mois est très chargé. Le 5 août, c'est la journée internationale de la bière, buvez avec modération. Les 6 et 9 août, ce sont les dates anniversaires, les tristes dates d'anniversaire des bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki de 1945. Le 7 août, si vous êtes à Nara, je vous encourage à aller jusqu'au Todaiji, car c'est comme une tradition annuelle depuis 1964, c'est le dépoussiérage du grand Bouddha qui aura lieu. Il faut se lever tôt pour ça, parce que c'est de 7h30 à 9h30. Ils font ça très vite. Oui. Le dimanche 11 août sera férié au Japon, donc en fait c'est le lundi qui sera férié, parce qu'au Japon c'est le lendemain, quand on tombe sur un jour déjà chômé, pour le jour de la montagne. Et enfin, le 16 août, vous pourrez admirer Goza no Okuribi. On a une fiche sur Kanpai à ce sujet, qui sont les grands feux de Daimonji à Tokyo. En gros, vous êtes en centre-ville et vous avez des immenses kanji qui sont éclairés sur les montagnes, qui font plusieurs dizaines de mètres, si ma mémoire est bonne. Alors, en termes d'articles publiés ce mois de juillet sur Kanpai, on a commencé le mois avec le nouvel observatoire de Tokyo à Omotesando qui s'appelle Harakado, donc Tokyo Plaza à Harajuku. Ensuite, on s'est déplacé du côté de Takayama pour découvrir l'élégante maison traditionnelle Yoshijima. Du côté de Tokyo, on est revenu pour voir un temple assez étonnant, le Shinjuku Lurikoin Byakurengedo, pas l'inventer. On est parti à Hiroshima pour vous parler d'un hôtel standard, c'est assez pratique et pas très haut de gamme, le l'Apa Hotel Ohashi Ekimae, donc devant la gare. On est revenu dans la capitale pour vous parler de Sunny Hills et son architecture assez surprenante en treillis de bois. Toujours sur côté hôtel, on est allé à Kyoto pour vous présenter l'Ibis Styles de Kyoto Shijo. On est revenu à Tokyo pour l'occasion des Jeux Olympiques et vous parler du Meiji Jingu Gaien, un parc sportif et historique. Et enfin, on est retourné dans les Alpes japonaises pour vous présenter la résidence Wada, une grande habitation de Shirakawago que l'on peut visiter même si elle est encore habitée. C'est assez amusant. Et pour le mois prochain, donc comme d'habitude, on ne va pas vous en dire trop, mais on va vous publier des articles notamment sur la culture populaire. On va vous parler de Nintendo à Kyoto, on va vous reparler d'hôtels, mais cette fois-ci un peu plus haut de gamme, et puis de magasins spéciaux de Captain Tsubasa, ou encore on va vous parler un petit peu de nourriture, notamment en parlant de nouilles. Et puis le reste, vous verrez bien, ce sera la surprise. Et pour faire le point sur les podcasts qui ont déjà été diffusés pour le mois de juillet, nous avons le 15e podcast voyage qui concernait les onsen et sento, les bains japonais que l'on a fait avec Marjorie. Donc là, on vous conseille évidemment de vous y référer si vous comptez faire du onsen ou du sento lors de votre voyage. Le 18e podcast interview, c'était avec Kenji, un guide conférencier au Mont Saint-Michel qui a été diffusé le 17 juillet. Et c'est toi qui as fait l'interview, Gaël. Et enfin, nous avons notre 50e podcast, le 6e podcast destination, dédié à Kamakura, donc une superbe petite ville au sud de Tokyo qui a été diffusée le 24 juillet. Déjà 50 podcasts, Gaël. Ouais, je suis plutôt fier. Et on vous remercie tous de nous écouter, toutes et tous, parce que on n'enregistre pas pour rien. Oui, c'est ça. Oui, on voit que ça continue. On a développé 4 sujets différents, enfin 4 thématiques de podcast. Et puis donc chaque semaine, on a le plaisir de les enregistrer à chaque fois. Et pour les podcasts à venir, puisque l'on va continuer évidemment jusqu'à ne plus pouvoir, Gaël, nous aurons un podcast voyage dédié au surtourisme. Donc sur Kanpai, vous avez déjà un article écrit sur le surtourisme. Et là, on va en faire un podcast avec Marjorie, une émission. Et l'interview sera une superbe interview d'Adeline Chotaille, qui est doubleuse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Gaël, peut-être ?
Oui, c'est la fameuse... Alors, tout le monde la connaît, je pense. Enfin, pas forcément elle, mais en tout cas sa voix, parce qu'elle a doublé des personnages très très connus, notamment... Ellie dans The Last of Us, Jinx dans Arcane, Amalia dans Wakfu. Et un petit peu plus japonais, elle a doublé également la princesse Zelda, ainsi que plusieurs héroïnes de Ghibli, donc Nausicaa, Kiki la petite sorcière, Arrietty, ou Anna dans Souvenir de Marnie. Donc c'est une voix qui est très connue, vous la connaissez également, car elle est la doubleuse officielle de Vanessa Hudgens. Elle est très très fan du Japon et c'était un plaisir d'enregistrer avec elle. Vous pourrez entendre ça donc mi-août, c'est ça ? Donc on a hâte de publier ça en août. Et puis le podcast Destination sera une émission dédiée à Hakone, une destination qui est très appréciée des touristes. Souvent ça fait partie du voyage quand vous êtes en solo, en famille ou en couple. Et donc c'est une destination dont on va vous parler un peu plus avec Marjorie. Et puis le podcast Actualité sera diffusé le 28 août. En termes de pack soutien, alors juillet n'a pas été une moisson formidable parce qu'on a seulement eu une commande qui était Pascal M. On te remercie beaucoup. Non, mais du coup, au moins, Monsieur M. Pascal, au moins on peut mettre un peu la lumière sur vous. On vous remercie chaleureusement, évidemment. Un message personnalisé. Non, mais après, c'est aussi l'occasion de vous dire que malheureusement, on ne travaille pas gratuitement. Même si Campai est gratuit et a vocation à le rester, contrairement à beaucoup d'autres sites, applications, etc., qui deviennent progressivement payants ou qui sont envahis par la pub, eh bien nous, on essaye quand même de garder un travail qui soit assez sympa à lire et à écouter. Toutefois, nous avons besoin de votre soutien et si vous voulez nous encourager et faire en sorte que l'on poursuive notre activité à la fois sur le site et dans le podcast, eh bien on vous encourage à commander nos livres de voyage au Japon et notamment le pack soutien Campai qui, pour la modique somme de 69,99 €, vous permet d'obtenir l'ensemble de nos livres, donc 4 livres, et puis 3 e-books à la fois pour préparer votre voyage au Japon et pour apprendre le japonais. Eh bien, il est l'heure pour nous de conclure définitivement ce podcast. On vous remercie évidemment chaleureusement. Vous avez été toujours un peu plus à chaque fois à vous abonner sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Je le rappelle, et vraiment ça va sortir dans pas longtemps, les podcasts seront disponibles sur YouTube. Évidemment, vous ne verrez pas nos têtes puisque ce sera une image concernant le podcast dessus, mais on est en train de travailler pour les mettre en ligne. Et puis n'hésitez pas à partager surtout le podcast. On aime toujours voir vos publications, vos stories quand vous nous taguez dessus. Ça nous fait toujours très plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement, Gaël, en tout cas dans un mois, pour le podcast Actu. Avec grand plaisir. Donc on a fait le choix de ne pas faire de coupure cet été. Il y a peut-être un tout petit peu moins d'écoute, mais nous on souhaitait poursuivre un petit peu l'affaire et continuer à vous livrer des podcasts comme quasiment chaque semaine. Donc ça fait quasiment, je crois, on avait compté 48 podcasts par an. Donc c'est pas rien. On se retrouve dans un an pour la 100e. Ouais, c'est ça. Donc on vous remercie encore une fois. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je te dis à très bientôt, Gaël. Salut Charlie. Au revoir. Retrouvez plus d'actualités Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.